Bon, alors bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents là aujourd'hui. Je sais que ça vous pique votre pause repas. En tout cas, on est très content de vous avoir aujourd'hui pour le lancement de cette communauté qu'on a appelée Ondustrie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Charles Bouygues. Je suis directeur d'usine et manager de transition depuis 15 ans. Et ma spécialité, c'est de redresser des usines en difficulté. La plupart du temps, des sites de 5 à 700 personnes qui perdent plusieurs millions d'euros, des dizaines de millions d'euros parfois par an, et que j'ai à chaque fois, en tout cas les 4 derniers, réussi à ramener à une situation profitable en 1 à 2 années. Alors ma méthode, elle a longtemps été, on va dire, complètement sans digital, un travail sur les hommes, l'organisation, le pilotage. Et c'est vraiment, alors tout ce temps-là, j'entendais parler d'industrie 4.0, d'industrie du futur, mais c'est très longtemps resté un concept pour moi. Et c'est que assez récemment, il y a 3 ans, que j'ai croisé un profil intéressant. C'était Renan de Villiers, qui se trouvait être un start-upper ayant créé et revendu sa start-up et qui avait aussi, on va dire, des compétences et une expérience dans l'industrie. Et en fait, ce mélange des deux mondes était intéressant. J'ai pu voir comment très concrètement le digital pouvait m'aider dans mon métier. Et depuis, en fait, je suis vraiment devenu, alors digital natif, pas encore, mais en tout cas, j'utilise beaucoup d'outils digitaux dans mes différentes missions et ça rend mon travail beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, voilà. En fait, le constat et pourquoi on a voulu créer Ondustrie, c'est que la situation dans laquelle j'étais et la situation partagée par beaucoup de directeurs d'usine, le poste de directeur d'usine, c'est un poste assez solitaire. On est seul à la direction de son site et très souvent, les compétences sur le digital, on les a pas. Et c'est assez difficile d'échanger sur le sujet. Euh, les, les, les groupes en général industriels n'ont pas beaucoup ces compétences également. Donc en fait, Ondustrie, c'est une start-up pour essayer de casser cette solitude, de mettre en relation des directeurs d'usine et partager des bonnes pratiques. Alors pour démarrer, en fait, on va avoir aujourd'hui Grégory Fréva, le directeur de l'usine la plus digitale de France, probablement d'Europe. Et Grégory a gagné le prix de l'usine digitale l'année dernière, un prix décerné par l'usine nouvelle, le prix de la transformation numérique, pardon. Et donc voilà, il est là avec nous aujourd'hui, il va nous présenter tout ça, nous donner ses trucs et astuces. Bon, salut Greg. Salut Charles, comment vas-tu? Salut. Très bien, très bien. Merci beaucoup d'être là. Tu passes bien à l'antenne, hein? Ah ouais, tu vois. Et vas-y, un peu mieux que sur ma promo sur LinkedIn, hein. Ouais, plus décontracté, c'est bien. Ça marche. Bon, alors, moi, je te connais bien, Greg, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases, s'il te plaît? Alors, en 3 phrases, je dirais que je suis un ingénieur de formation, hein, ingénieur en électronique, et particulièrement en électronique industrielle. J'ai toujours eu un parcours dans l'aéronautique. J'ai exercé plusieurs métiers dans ce monde-là, en passant d'ingénieur en conception, en pilotage de bureau d'études, en responsable programme, en responsable indus, en direction des opérations, et maintenant, depuis un peu plus de 5-6 ans, dans la direction des sites, d'abord chez UTC et maintenant au sein de l'ISI. Et à titre personnel, je suis un grand passionné de tout ce qui est nouvelles technologies, de manière générale, hein, que ce soit de la robotisation et également, bien sûr, de la digitalisation. Ah, c'est génial. Et alors, ce qui est vraiment intéressant avec Greg, c'est alors souvent les directeurs d'usine et on va dire tous les rôles managériaux sont des gens qui ont fait des formations techniques, mais qui se sont rapidement dirigés vers la gestion. Toi, Greg, tu as été littéralement l'ingénieur qui a fait le hardware et le software du premier drone français avant de te diriger vers le management. Donc ça te permet d'avoir vraiment une bonne vision des deux côtés. Alors, j'aurais pas la prétention de dire le premier drone, mais en tout cas, un drone français, effectivement, j'ai attaqué par la technique et j'ai grandi par la réalité du terrain. Ça marche, ça marche. Bon, est-ce que tu as une petite anecdote fun à partager avec nous? Hey, j'en ai une et elle te concerne. Ah bon? Je pense que tu te souviens qu'il y a maintenant, je pense, 5-6 ans, je t'ai succédé en tant que directeur de site chez UTC à Vernon, très exactement. Tout le monde sait que tu t'appelles Charles, mais Charles Bouygues. Tout le monde peut voir que je suis roux. Donc
donc j'ai les cheveux, on va dire, orange. Et lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai un groupe d'opérateurs qui est venu me voir et qui me dit il paraît que le site a changé d'opérateur téléphonique. Qu'est-ce que vous me racontez? Je ne suis pas au courant, si. Et ils me disent si, on est passé de Bouygues à Orange. Donc je pense que tu t'en souviens de celle-là, je te l'avais racontée. Je crois que c'est la meilleure blague que les les délégués CGT aient jamais faite, je pense. C'est sûr, c'est sûr. Bon, génial. Alors, si tu veux bien, on va parler un peu de ton entreprise. Ouais. Que fait Lizzy? Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Lizzy? Alors, que fait Lizzy? Lizzy, c'est un grand groupe français international et surtout familial qui a plus de 200 ans d'histoire. 3 branches dans le groupe Lizzy, une branche automotive, une branche médicale et une branche aéro. Donc, moi, je suis sur la partie, bien évidemment, aéronautique. L'aéronautique se divise également en deux, une partie structure, là où on fabrique des pièces et des composants vitales pour les hélicoptères et les avions. Et la seconde branche dont je fais partie, qui est la partie fastener, donc système de fixation, donc tout type de fixation, de la visserie aux écrous, aux rivets. Et du coup, j'ai la chance d'avoir la direction du site de Saint-Ouen-l'Aumône, ainsi que le site de l'Ixus au Maroc. D'accord. Et alors, quelles sont les ambitions de Lizzy ou peut-être plus spécifiquement de ta division? Alors, je vais me positionner plutôt sur la partie fastener pour Lizzy. Fastener, Lizzy, c'est le 3e fournisseur mondial en termes de fixation aéronautique. Et je pense que la grosse force de ce groupe et sa vision, c'est qu'elle est long terme et pas court terme. C'est comme je disais tout à l'heure, il y a 200 ans d'histoire, c'est un site familial sur 2 familles, la famille Viellard et la famille Kohler, donc depuis 200 ans. Donc ils ne sont pas dans une démarche capitaliste pure, financière, court terme, mais vraiment avec cet objectif de construire l'avenir pour demain et s'assurer que dans 200 ans, on puisse dire que Lizzy a 400 ans. Et ça, croyez-moi, de mon expérience, ça change beaucoup la donne, puisqu'on peut s'inscrire dans la durée et avoir une vraie analyse industrielle. C'est d'ailleurs un vrai site industriel, c'est-à-dire que les choix et les décisions se basent sur la réalité du monde industriel et pas uniquement sur des aspects financiers. C'est aussi pour moi, dans leur vision et qui fonctionne très bien, c'est de rester un groupe agile malgré l'aspect international. Et pour ça, quelque chose qui le traduit bien, c'est le nombre de couches hiérarchiques. Au sein de Lizzy, il n'y a que 6 couches hiérarchiques. Je pense que ceux qui travaillent dans l'aéronautique… Ouais, ça, c'est vraiment les benchmarks. Ouais. Voilà, des grands groupes où on ne peut même pas compter le nombre de strates. Ce qui fait que la communication est très limpide. La remontée, la descente et la prise de décision sont vraiment très efficaces. Et grâce à tout ça, Lizzy a vraiment cette vision de partenariat avec nos partenaires industriels, donc nos clients, que ce soit avec du Airbus, du Boeing, du Embraer et j'en passe. Et il y a une confiance qui est en place et également avec nos clients, on se projette vraiment dans des développements long terme et pas court terme. Ah, c'est génial. C'est génial d'être dans une vision long terme et pas uniquement, on va dire, piloté trimestriellement par une cotation en bourse, ouais, comme dans beaucoup de groupes industriels. C'est ça. Et puis pour aller un petit peu plus loin après pour ces ambitions, donc bien évidemment, c'est de perdurer au niveau du groupe, mais c'est aussi d'être aligné avec les tendances actuelles et ce que nous impose le marché. Et à savoir notamment toute la démarche RSE au niveau du groupe. Je pense qu'on va en parler tout au long de la présentation. Ça devient vraiment un must-to-have dans l'industrie. Moi, j'ai la chance d'être une fois de plus sur le site de Saint-Ouen qui a entrepris cette démarche depuis plusieurs années, particulièrement avec son ancien directeur qui est maintenant mon responsable de BG qui s'appelle Cédric Dejean, où il y a cette volonté forte de développer la responsabilité sociétale, donc les conditions de travail, le respect de l'environnement, le recyclage. Donc ça, c'est devenu une ambition et un vecteur fort du groupe, être préparé à cette industrie de demain.
D'accord. Donc voilà. Et alors, dis-moi. Ouais, vas-y. Non, je disais, alors, Ondustrie, c'est vraiment c'est intéressant que tu parles d'industrie du demain. Donc, Ondustrie, c'est une communauté qu'on est en train de lancer pour les directeurs d'usine, les directeurs supply chain, les directeurs de production. Et quelles sont, de ton point de vue, les grandes tendances qui sont en train de se passer dans les opérations, dans le secteur industriel en ce moment? Alors, les tendances, il y en a, pour moi, il y en a deux majeures. La première, je viens juste d'en parler, c'est tout ce qui est responsabilité sociétale. Donc, l'empreinte carbone, le recyclage, les conditions de travail, c'est vraiment une tendance dans les opérations qui n'existait pas encore il y a une dizaine d'années. C'est quelque chose qui, maintenant, on suit des indicateurs comme le taux de recyclage, comme tout ce qu'on pollue, etc. Et on a vraiment cette démarche zéro pollution, diminuer les produits toxiques, etc. Ouais. Ça, c'est la première tendance. La deuxième, c'est un peu le sujet du jour, c'est le digital. Ouais. Le digital prend une place énorme, à mon sens, dans l'industrie, où le digital était complètement absent il y a encore 5-6 ans. C'est-à-dire que quand on parlait de digital dans l'industrie, c'était un gros ERP ou des gros logiciels qui demandaient une semaine de formation à chacun des opérateurs pour que ça fonctionne. Maintenant, c'est quelque chose qui devient vraiment viral et on développe de plus en plus d'applications, d'outils digitaux qui nous facilitent la vie au quotidien et qui, je dirais même, réduisent très considérablement notre charge de travail. Donc, le digital, c'est vraiment la tendance du moment pour venir supporter la tendance d'hier qui était la robotisation, l'automatisation, même si ça continue d'évoluer et ça restera toujours une tendance, il manquait cette partie digitale. Et concrètement, toutes les transformations, enfin tous les outils digitaux que tu as mis en place dans ton usine, il y avait vraiment un ROI, c'est-à-dire rapidement, ça vous a dégagé de l'impact? Tout à fait. Alors ça, c'est toujours le grand combat. Avant de commencer un projet digital, on nous explique et on cherche tous à avoir de la rentabilité. Donc la rentabilité, elle est évidente. Si je prends l'exemple de Saint-Ouen, sur l'aspect logistique, ça fait déjà une réduction de 3 à 4 personnes. Sur la gestion de l'atelier, on a au moins gagné, pareil, 2-3 personnes. Par contre, moi, j'invite tout le monde, quand on parle de gains et de ROI ou de digital, c'est de ne pas regarder justement forcément les coûts, mais j'aime bien comparer l'investissement digital en équivalence ETP, donc en équivalent temps plein personne qui travaille. Parce que c'est une chose de dire que, je ne sais pas, une solution digitale plus complète va nous coûter 50 ou 100 000 euros par an. C'est un chiffre qui peut faire peur. Par contre, si on commence à se dire que c'est l'équivalent de 10 à 15 personnes, on n'a plus la même manière de chasser les coûts. Donc, lui, il est vraiment évident ce retour sur investissement. D'accord. Ouais, non, mais et puis c'est toujours difficile de définir le périmètre de l'impact d'un software qui va changer le travail des équipes versus j'achète une machine et je cadre bien son retour, quoi. Et il y a une partie des gains qui n'est pas non plus financier, qui est aussi dans l'accessibilité à la donnée, la communication vers le client, la fiabilité de nos données, où là, on a du mal des fois à mettre des euros derrière, mais qui sont des gains fabuleux pour une entreprise. D'accord. Bon, donc l'industrie 4.0, tu as vraiment vécu ça comme quelque chose de concret, c'est pas de la com. Alors, c'est pas de la com, c'est une réalité. Moi, j'ai la chance, une fois de plus, d'être sur Saint-Ouen. On est labellisé Usine du Futur depuis presque 3 ans. Donc, la démarche, elle est vraiment, je dirais, historique sur le site de Saint-Ouen. Et on arrive aujourd'hui à des niveaux d'autonomie et d'automatisation extrêmement importants sur le site. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de continuer le digital pour que cette automatisation soit également pilotée et managée avec des outils beaucoup plus virtuels. D'accord. Et alors, comment tu fais parce que vous étiez déjà donc, sur le site de Saint-Ouen très robotisé, comment tu fais pour digitaliser rapidement? Est-ce que tu as des challenges sur la compétence des gens, sur le recrutement de personnes qui savent en fait déployer et paramétrer ces outils?
Alors ça, c'est un point dur, je pense, pour toutes les industries. Hein. Les personnes capables de développer, qui ont les compétences software et digitales, alors il y en a de plus en plus, mais c'est des personnes avec un profil un peu particulier qui veulent pas être le salarié dans l'industrie. Et d'ailleurs, est-ce que l'industrie peut se les offrir en termes de salaire? J'en suis pas convaincu. Donc le recrutement, c'est clairement une difficulté pour les usines. Donc moi, j'ai réussi à recruter deux ingés, hein, exactement sur le site, capables de nous accompagner dans ce mouvement. Mais la vraie réponse, pour moi, elle n'a pas été là. Elle a été clairement avec les startups. Ouais. Et notamment, tu parlais de Renan tout à l'heure avec OSS, où on a utilisé ces startups pour venir digitaliser nos process. La vraie difficulté, en plus, hein, si on regarde cette digitalisation purement en interne, c'est de tomber dans l'erreur classique qui est de digitaliser l'existant. Je prends mon process papier et je le mets sous forme digitale avec un workflow, etc. Ouais. Là, la force de la démarche qu'on a mis en place avec OSS, c'est vraiment d'amener ce regard extérieur via des startups, donc des jeunes qui ne connaissent pas l'industrie, qui viennent juste analyser la réalité du terrain. Et des profils en général que tu n'arrives pas à attirer. À des profils que tu n'arrives pas à attirer. Hein. Et là, eux, ils amènent des solutions, une manière de voir différente, et on arrive à des outils digitaux qu'on n'imaginait pas au début, mais qui remplissent parfaitement et même mieux la fonction souhaitée. D'accord, bah génial. Génial. Je te propose qu'on fasse un petit retour en arrière. Tu as parlé de RSE tout à l'heure. On a Alexandre Meuf qui nous a posé une question sur la RSE. Lizzie est très impliquée. Est-ce que tu vois ça comme est-ce que tu penses que vous êtes particulièrement avant-gardiste ou est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont déjà impliquées dans cette démarche? Bon, je vais faire la pub de Lizzie. À Lizzie, on est toujours avant-gardiste. Donc oui, je pense que Lizzie a un petit peu d'avance sur le sujet. Néanmoins, c'est quelque chose qui est en train de se déployer partout. Déjà, si on regarde l'aéronautique, tous les donneurs d'ordre, donc si je prends au moins un Airbus, dans maintenant leur consultation, l'aspect RSE commence à être un critère de choix et on a des demandes claires sur le sujet. Donc, les choses évoluent inévitablement vers ça. Ça devient une nécessité, de toute façon, de manière générale pour la civilisation, j'ai envie de dire. Et ça devient un impératif également. On le voit beaucoup avec nos salariés, particulièrement les jeunes. Les jeunes, l'aspect RSE, l'aspect environnement, l'aspect conditions de travail, ça devient un critère de choix pour aller vers une entreprise. D'accord. C'est comme ça que tu attires et que tu retiens des talents. Ouais. Voilà. Donc oui, on a un peu d'avance. Néanmoins, tout le monde est en train d'y aller. Ceux qui freinent encore ne vont pas avoir le choix que d'y aller pleinement très, très prochainement. D'accord. Génial. Génial. Et typiquement, là, quand vous avez répondu à l'appel d'offres Airbus, ils vous ont demandé un exemple. Airbus vous ont demandé un exemple précis d'initiative RSE ou vous leur avez juste remis le plan? Alors, on a tout un tas de demandes sur notre taux de recyclage, sur nos communications avec les salariés, sur les actions mises en place pour protéger nos salariés dans l'entreprise, sur notre sourcing, etc. Et nous, il a été assez facile d'y répondre puisque ça fait maintenant 3 ans qu'on fait des rapports annuels RSE qui développent et notre politique et les avancements que l'on a. D'accord. D'accord. Ouais, on voit bien, hein, Lizzie, vous êtes assez en pointe et ça a l'air très plaisant comme organisation. Quelles sont pour toi les principales… Tu nous parlais tout à l'heure, ton usine, elle est très mature en robotisation déjà. Quelles sont les prochaines innovations technologiques que tu vois ou déterminantes pour continuer à progresser? Alors, je vais rester sur le digital. Hein. Pour moi, la prochaine étape majeure, c'est clairement l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on commence à avoir des applis. On parle beaucoup de machine learning, etc. Néanmoins, la place de l'IA dans l'industrie reste très, très faible. Alors que là, on est déjà en train d'anticiper, en train de commencer à travailler sur de l'IA pour nous aider dans la prise de décision, dans l'affectation des bonnes personnes aux bons endroits, dans le pilotage de notre prod.
Donc ça, c'est vraiment la révolution pour moi de demain. C'est des usines qui vont finir par être pilotées, au moins dans le quotidien, par de l'IA. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, parce que tu as remporté en 2020 donc, le prix de la transformation numérique. Est-ce que tu peux nous donner des exemples des solutions digitales que tu as mis en œuvre et qui t'ont permis de remporter ce prix? Ouais, alors il y en a plusieurs. Je vais déjà parler des solutions internes, développées en interne, donc notamment un Conwip digital. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Conwip, c'est un Kanban multi-produit, mais complètement digital. Ce qui fait Conwip, c'est WIP constant, c'est ça, hein? C'est ça. Constant WIP. Voilà, et c'est du flux tiré, par une capacité. L'avantage de notre Conwip digital, c'est qu'en un clic, on peut affecter également des priorités quand on reçoit un coup de téléphone d'un client qui nous dit qu'il y a un arrêt de chaîne, par exemple. Ouais. On va en un seul coup de clic mettre l'OS de fabrication en priorité et tout au long de la prod, il passera systématiquement devant tout le monde. Et à tout moment, on a une vue et une maîtrise de notre flux, de notre niveau de stock et de la projection du coup de nos mises en stock et de nos livraisons. Donc ça, c'est un outil qui a fortement plu lors de l'audit en interne. Après, il y a beaucoup d'outils qui viennent notamment de la planète OSS. Hein. On peut commencer par Fabric pour la résolution des problèmes. Nous, on a ce qu'on appelle une PSM, hein, pour Problem Solving Management, qui est la revue journalière en prod et avec un système d'escalation en fonction de la gravité des problèmes. Donc là, Fabric amène une rapidité et une communication très efficace pour la remontée des problèmes sous la forme de tickets de problèmes que l'on peut monter et descendre en 2 coups de clic. Là, pour donner un exemple, quand un problème remontait hier du terrain, ça pouvait mettre 24 à 48 heures pour remonter jusqu'à moi, et puis il en fallait des fois autant pour que les décisions redescendent. Là, ça se fait dans l'heure, pour pas dire dans la minute. Ouais, d'accord. Donc là, vous avez gagné des journées, quoi. C'est ça. Un deuxième outil qui a beaucoup plu. Et qui restons sur Fabric, c'est intéressant. Combien de temps vous avez mis à déployer cette solution et combien ça a coûté en fait pour l'Easy en termes d'équipe de déploiement en interne est-ce que c'est quelque chose de difficile à déployer ou ça se fait rapidement? Alors, si je parle du déploiement, pour moi, c'est très facile, très simple. Les équipes viennent en une journée, on est capable de déployer sur un site avec quelques réunions de préparation avant. Une journée, c'est pas du SAP, ça c'est bon. Ah non, c'est pas du SAP. Après, sur Saint-Ouen, c'est un petit peu différent puisque je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a co-construit, mais presque la solution puisqu'on a eu la start-up à sa genèse. Donc forcément, on a eu plusieurs boucles itératives pour la création des premières versions. Mais à chaque fois, j'ai été vraiment impressionné du temps l'équipe de Fabric est venue, nous a observé pendant 2 jours. 4 jours après, j'avais un premier proto qui tournait dans l'usine. Donc, c'est extrêmement rapide à déployer et très, très efficace. D'accord. Un autre outil qui a beaucoup plu, c'était Mercatim pour tout ce qui est gestion des compétences. D'accord. Et ça qui est un vrai défi dans le monde de l'industrie, gérer les compétences de nos salariés, la polyvalence, les plans de formation, s'assurer que les habilitations sont à jour. Surtout dans l'optique où on était en train d'en parler un peu plus tôt, les compétences nécessaires pour les innovations et les choses importantes de demain, elles ne sont pas du tout existantes dans les usines. Donc, c'est quelque chose qui se prépare maintenant sur le moyen terme, quoi. Tout à fait. Donc, on peut rentrer aussi bien les fonctions directes que les fonctions indirectes de support comme l'IT ou le digital. Tout à fait. Ouais. Autre solution qui a beaucoup plu, c'est Oplit. Oplit, qui est le PDT digital, hein, le plan de prod. Hein. Donc, ça qui nous permet d'avoir une maîtrise de notre charge CAPA, du prévisionnel, de nos retards projetés, si on n'a jamais de retard, hein, tu sais bien, etc. Et après, au-delà de ces briques individuelles, je pense que ce qui a beaucoup plu aussi, c'est leur interconnexion et cette notion de système qu'on est en train d'amener autour de l'ensemble de ces solutions, qu'elles soient internes ou externes, c'est leur interconnexion et avoir un système autonome digital. D'accord. On a une question là, pardon, de Vincent Pontier
qui nous demande comment tu fais, parce que tu as parlé tout à l'heure de Conwip, qui était une solution développée en interne par Lizzy, et là on vient de parler de Fabric, Mercatim, qui sont des solutions que tu as été chercher à l'extérieur. Comment tu fais pour choisir si tu souhaites développer en interne ou si tu préfères chercher à l'extérieur? Bah, je pense qu'il y a une règle qui est très simple, hein, qui est-ce que l'outil dont vous avez besoin, c'est un outil spécifique et qui est vraiment uniquement adapté à la spécificité de votre usine ou de votre business. À partir du moment où l'outil il est scalable, où on se dit que voilà, si je prends Fabric, une remontée de problème, tout le monde là, dans toutes les usines, je pense que là, il n'y a pas d'intérêt à aller développer sa propre solution qu'il va falloir maintenir. Donc, moi, la règle, elle est aussi simple que ça. Si je sens que c'est trop spécifique ou vraiment confidentiel à l'entreprise, je garde en interne. Si je sens que le besoin peut toucher toute l'industrie, je me tourne vers l'extérieur en regardant ce qui existe déjà dans le monde des solutions SaaS. Et s'il faut, en regardant est-ce qu'il n'y a pas des startups qu'on pourrait monter en partenariat avec OSS ou autre pour le développer. D'accord, super. Et alors, tu parlais d'IA un peu plus tôt. Alors, l'IA, c'est, on fait tourner des algorithmes, mais il faut de la donnée derrière. Est-ce que vous avez beaucoup de données? Est-ce que vous avez une stratégie pour capturer cette donnée, histoire d'avoir des terrains de jeu intéressants pour mettre de l'automatisation? Alors, la donnée, c'est évidemment la clé de tout ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire que de la donnée, on en a beaucoup. On a de plus en plus de données. Nos machines sont des machines récentes. On a toutes les données de production, toutes les données machines. On a nos TRS, nos efficacités, etc. Enfin, des données, il y en a plein. Ouais. La vraie problématique, c'est de rendre ces données accessibles et utilisables par tous. Qui est, je pense que beaucoup de mes confrères connaissent au quotidien, que la donnée, pour l'avoir, il faut contacter l'IT, leur demander d'avoir accès à tel extract de la base de données. Donc, on nous explique que c'est compliqué, ça va mettre du temps, les ressources IT vont être limitées, etc. Donc, aujourd'hui, on travaille sur une solution avec toujours une start-up, je pense que je peux donner le nom, qui s'appelle Niagara, d'essayer de rendre cette donnée accessible par tous et surtout utilisable par tous sans savoir faire la moindre ligne de code, pouvoir avoir notre catalogue de données, savoir ce qu'il y a dans cette donnée, comment elle est construite et pouvoir y accéder et générer soi-même des petites applications ou des cas d'usage. Parce que le danger maximal avec la donnée, c'est qu'on a soif de données, on en a partout, et après, il faut l'exploiter et l'utiliser. Autrement, ça sert à rien. Donc après, effectivement, une fois qu'on a toute cette donnée et qu'elle est facilement utilisable, il est facile d'utiliser, d'entraîner de l'IA sur ces données. D'accord, ça marche. Alors moi, ce que j'adore vraiment dans toutes les solutions que tu nous présentes, c'est qu'à chaque fois, on voit du software qui a été mis en place pour les utilisateurs et vraiment pour les opérationnels dans l'usine, ce qui est vraiment une grande différence par rapport au monde d'avant, où on avait en fait les directions générales ou les directions système d'information qui venaient sélectionner des gros ERP structurants, des choses pour la gestion de l'ensemble de l'activité. Maintenant, on est en train de parler de petites briques qu'on vient chercher de façon très agile à droite à gauche pour déployer. Comment tu fais pour arriver à faire ça et comment tu fais notamment dans tes relations avec la direction des systèmes d'information? Moi, mon expérience, c'est que c'est toujours très difficile de permettre d'avoir de l'accès à de la donnée ou de mettre en place des choses nouvelles qui ne sont pas dans leur roadmap. Alors déjà, merci pour ton commentaire. C'était un des sujets que je voulais amener, qui est la grosse différence entre hier et aujourd'hui. C'est que les solutions viennent du bas et pas du haut. On a tous connu, comme tu dis, les outils groupes sélectionnés et puis après tout le monde partait 1 semaine, 2 semaines en formation, n'était pas autonome et n'adoptait pas l'outil. Là, la démarche, elle est complètement opposée. C'est qu'on part de l'usage, on part de l'utilisateur et du coup, l'utilisateur, il est moteur pour utiliser l'outil. On arrive à des outils très simples. Tous les outils dont j'ai parlé, il n'y a pas besoin de formation, si ce n'est une présentation de 30 minutes. C'est intuitif comme des applications qu'on a sur notre smartphone. Ah, c'est 30 minutes, tu prends en main et tu sais faire, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, en plus, on est à l'écoute des opérateurs ou des utilisateurs qui, en permanence, remontent des améliorations, des besoins
et c'est ces besoins-là qu'on écoute et pas les besoins du haut qui, des fois, connaissent pas forcément dans le détail la réalité du terrain. Et après, tu as raison, après, on s'oppose à l'IT, hein, aussi, vraiment au SI, qui ont aussi à absorber ce changement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même garants aussi de la sécurité, de l'accès du donné, du contrôle de la donnée, donc forcément, des fois, ça peut être compliqué. Ouais, alors, ça crée des risques supplémentaires, quoi. Ils voient ça. Tout à fait. Et c'est un risque supplémentaire. Et c'est vrai, il ne faut pas non plus négliger ce risque, je ne sais pas si on en parlera, mais les cyberattaques deviennent aussi une priorité absolue pour le monde industriel. Ouais. Donc, moi, comment j'ai fait sur Saint-Ouen, et je pense que je referai sûrement différemment aujourd'hui. Au début, on est plutôt parti dans notre coin. Hein. On a fait les choses discrètement dans notre coin, et une fois que les solutions étaient là, on a dit voilà, ça marche, ça tourne, et puis on a intégré l'IT. Mais depuis, ça a bien changé, puisque l'IT est vraiment partie prenante de cette démarche et dans nos groupes de travail avec nous en amont sur les solutions. Et je pense que c'est la bonne méthode. Hein. On a besoin de leurs compétences, on a besoin de leur savoir-faire, on a besoin de la structure IT. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux sur ce besoin, en leur soulignant bien l'aspect nécessaire pour les utilisateurs. Et en tout cas, en ce qui concerne l'ISI, ça fonctionne et l'IT est parfaitement dans la démarche avec nous. Ouais, génial. Alors, tu nous as parlé de cybersécurité. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Moi, je sais que beaucoup de mes confrères, des clients, se sont fait attaquer récemment. J'ai l'impression c'est pas que j'ai l'impression qu'il y a des stats. Il y a une recrudescence importante des cyberattaques de sites industriels. Comment vous faites chez l'ISI et est-ce que vous avez une politique par rapport à ça pour prémunir les risques? Alors, bien sûr qu'on a une politique et on a des solutions et une architecture qui permet de nous préserver. Elle n'est pas parfaite, rien n'est jamais parfait, donc cette politique, elle est en évolution permanente. C'est vrai que depuis plus d'une année, presque depuis le début de la crise du Covid, le nombre d'attaques a énormément évolué. Je n'ai pas envie de dire de faux chiffres, hein, il me semble que ça a été multiplié par 3, mais je ne suis pas sûr de mon chiffre. En tout cas, chez l'ISI, tous les jours, on bloque des attaques. Donc, il y a un vrai groupe de travail qui est en place pour travailler sur ce sujet, pour maintenir les solutions qu'on a en place et anticiper aussi les solutions à déployer demain. D'accord. Est-ce que, on a parlé un petit peu de compétences tout à l'heure, est-ce qu'il y a des nouveaux profils, des nouvelles fonctions qui ont été créées pour on va dire, tu parlais tout à l'heure de software qui est, on va dire, créé à partir du terrain en écoutant les utilisateurs. Est-ce que tu as, on va dire, créé un profil de chef de projet en interne chez toi pour, on va dire, glaner les informations et amener les sujets de réflexion pour développer les outils qui vous serviront? Alors, en tout cas, moi, oui, puisqu'on a créé clairement la branche digitale au sein de mon organisation, au sein de mon CODIR. J'ai une responsable digitale qui est à temps plein sur le sujet, avec des équipes à la fois directes pour le développement interne et indirectes pour le pilotage du besoin dans les différents services. Donc oui, on a créé ce rôle sur le site. Et cette personne, elle avait quel historique, quel parcours? Alors, en l'occurrence, c'était une personne qui venait des méthodes Indus. D'accord. Donc, qui avait déjà des compétences dans l'automatisation, qui connaissait bien notre flux, nos données et nos systèmes, notre système de manière générale, et qui avait cette appétence en plus pour le digital. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir la compétence technique de pouvoir faire du code pour ce rôle, mais c'est cette appétence et cette maîtrise du système qui est important. D'accord. Après, on crée des nouveaux postes, comme dans beaucoup de boîtes, tout ce qui est le monde de la data analyse, qui est fondamental pour, comme je disais tout à l'heure, exploiter ces données. D'accord, ok. Génial. Et alors, comment tu as fait pour gagner ce prix-là? Est-ce que c'est l'ensemble de toutes ces réalisations? C'est une en particulière? Non, c'est vraiment l'ensemble. On a vraiment parlé du système.
et montrer la cohérence et notre roadmap et notre vision. C'est-à-dire qu'on n'avançait pas comme ça au hasard, brique par brique. On a vraiment mappé tout notre process et on crée notre process purement digital. C'est vraiment un tout. Et je pense aussi ce qui a bien marché, c'est que ça a été défendu par les équipes. Ce n'est pas moi qui ai fait une présentation pendant 3 heures. Moi, j'ai fait une intro et après, toutes les équipes, les unes après les autres, ont présenté les différentes solutions. D'accord. Et dis-nous alors, sans langue de bois, c'est pas du window dressing. Ton site, il est rentable. Vous avez des marges intéressantes. C'est pas uniquement fait pour rendre l'industrie sexy. Absolument pas. Le site est rentable. Et l'enjeu pour nous, c'est de continuer à diminuer nos coûts parce que comme dans un peu tous les business, hein, les prix, eux, continuent de baisser. Donc, c'est indispensable pour nous d'ajuster nos coûts pour maintenir cette profitabilité. Donc, non, c'est pas du window. C'est pas du window. Génial. On a Jérôme Andreux là qui nous pose une question. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Parler d'automatisation, de robotique, de digital. Comment tu fais pour avoir un pilotage consolidé de toutes ces initiatives? Est-ce que tu utilises un outil, une méthode en particulier? Alors, on a nos méthodes internes de gestion de projet, mais j'ai envie de dire qu'ils sont globalement classiques, hein, qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc, non, je n'ai pas d'outils dédiés dans cette réflexion, mais c'est par contre beaucoup d'intelligence collective et beaucoup de discussions ouvertes, donc beaucoup de workshops sur le sujet pour identifier les besoins et aller dans la bonne direction. Donc, non, désolé, je n'ai pas d'outils magiques sur le sujet. D'accord. Non, mais ce que je trouve très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que la production est obligée de découvrir le code, de comprendre la donnée derrière les systèmes. Et pendant des années, l'industrie, on va dire, a délégué ça à une bande d'experts, un peu comme il y a 30 ans, on déléguait la qualité à des experts qui étaient sachants. Et maintenant, il faut que tout le monde s'y mette, y compris les opérationnels, les opérateurs, ils comprennent leur système, ils comprennent la donnée derrière, et ils sont, on va dire, moteurs dans l'évolution de ces outils qui, tout comme une machine, en général, le monde des usines, c'est plutôt des machines, mais maintenant, c'est des machines et du code. Et il faut comprendre le code pour être bon dans la compétition de demain. C'est ça, ouais. Alors, on a pris pas mal de questions du public. Ce que je te propose, c'est qu'on a une série de petites questions que je vais envoyer. Je vais te donner 2 choix à chaque fois. Et puis, tu vas me dire lequel tu préfères. D'accord. Alors, ERP ou MES? Il n'y a pas de question. MES. MES. OK. Elon Musk ou Jeff Bezos? Elon Musk. Je suis un industriel. Ouais, un vrai technicien. Robot ou humain? Humain. Humain. Intelligence artificielle ou intelligence collective? Intelligence collective. Industrie linéaire ou circulaire? Forcément circulaire. Ouais. Démarche RSE, faut qu'on pense quand même à la planète de demain, quoi. Robuste ou agile? Agile. Agile. Standard ou sur mesure? Sur mesure. Sur mesure. Digital ou IT? Digital. Digital. Intégration ou connexion? Intégration. Intégration. Innovation interne ou écosystème? Écosystème. OK. Lean, Six Sigma? Allez, Lean. Lean, ouais, c'est mieux. Alors, consultant externe ou formation interne? Formation interne. Formation interne. Bon, RSE, on en a parlé. Et le plus important pour la fin, Bourgogne ou Bordeaux? Ah, Bourgogne. Bon. Je vais quand même juste revenir sur le point. Hein, on parlait des ressources. Peut-être un point qu'on n'a pas abordé et qui est une vraie difficulté et un vrai risque, en tout cas un challenge pour les dirigeants. C'est que toutes ces démarches-là, je pense qu'il faut les regarder dans le fond des yeux et avoir conscience qu'on va être destructeur d'emplois. Avec ces démarches d'automatisation, on enlève des opérateurs,
les outils digitaux vont enlever des fonctions support. C'est une des difficultés qu'on a, c'est d'arriver à porter ce genre de projet avec des équipes en essayant de les rassurer, mais en même temps, ils voient bien que ça va se traduire par de la suppression de leur poste à un moment. Donc, pour moi, la réponse à ça, c'est que oui, on va détruire des emplois, mais on va en créer des nouveaux. On va créer beaucoup de nouveaux emplois dans le monde de l'IT, dans le monde du digital, dans le monde pour piloter tout ça. Faire prendre conscience à tout le monde qu'on n'a pas le choix. Parce que si on n'y va pas et qu'on se dit non, je fais 2 pas en arrière, je préfère garder mes emplois, c'est la tôle qui va fermer. Hein. Au bout d'un moment, les concurrents, eux, vont y aller. Et j'ai pensé à ça parce que tu m'as parlé de formation interne. Et après, le vrai enjeu pour nous, c'est comment on identifie ces jobs de demain, ces besoins de demain. Donc ça, c'est toute une démarche que toutes les boîtes ont avec la GPEC, hein, que l'on déploie fortement chez Lizzy, pour se préparer à ces changements et pour former les gens à ces reconversions qui sont inévitables. D'accord. D'accord, ça va faire partie un peu des désagréments de cette transformation, mais si on veut conserver de l'industrie dans les pays à haut coût, on n'a pas que de choix que d'automatiser et on va dire, d'augmenter le niveau de compétences requises pour faire tourner une usine. Tout à fait. Et je suis convaincu que demain, les coûts de production seront plus faibles en local, en automatisé, que même aller dans de la sous-traitance en low cost, où il y a les problématiques de transport. Hein, les transports, le prix va s'envoler de toute façon. Les problématiques de suivi, qualité, etc., qu'on peut tous connaître dans ce type d'opération. Et on sera plus résilient en cas de crise comme ça, globale, qui détruit toutes les supply chains d'approvisionnement mondial. Tout à fait. Alors, dis-moi, on va conclure là-dessus. Pour toi, l'usine du futur, elle ressemblera à quoi? À Saint-Ouen, hein. Non. Non, je plaisante. L'usine du futur, pour moi, elle sera complètement automatisée. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de travail d'équipe, etc. On sera capable, avec une seule équipe de journée, de faire tourner notre usine en 24 heures sur 24. Les machines tournent tout seules. Très digitalisée et avec beaucoup d'IA dedans. C'est-à-dire que la prise de décision, l'ordonnancement, les flux de production, etc., seront pilotés par de l'IA. Une usine qui respecte l'environnement. Donc, on parlait tout à l'heure d'économie circulaire, hein, c'est-à-dire que 0 déchet, autosuffisante en termes d'énergie, eau, électricité, et 0 empreinte carbone, donc qui ne recrache aucune pollution, ou du moins qui recycle localement les choses. Moi, je pense que dans un avenir qui ne va pas être si loin que ça, ce sera le modèle standard de l'usine de demain. Et elle sera en France ou en Europe aussi. Elle sera partout. Et enfin, local. Les pays low cost, hein, ils feront leur propre industrie locale. De la même manière. Ça marche. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ce témoignage, Greg. Et merci à tous pour votre participation. Dans les jours à venir, déjà, cette vidéo a été enregistrée et partagée. Et dans les jours à venir, on va ouvrir la plateforme. Le but, c'est vraiment de partager du contenu, de partager des témoignages et de fournir en fait un réseau social entre dirigeants, entre opérationnels de l'industrie pour avoir des réponses concrètes et des leviers très pragmatiques sur comment demain mettre en place quelque chose rapidement, sans que ça coûte une fortune, et construire petit à petit les usines qui feront l'avenir de l'industrie. Voilà. Bon, merci beaucoup, Greg. Merci à vous. Allez, bye bye, bonne journée.